Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 hebdo. C'est parti pour le sommaire. Politique, Othman Nasrou s'est déclaré candidat au municipal de 2020 à Trappes. Il a annoncé son entrée en campagne jeudi dernier, tous les détails dans ce magazine. Intempéries, le département a fait face à de violents orages cette semaine. Inondations, arbres couchés parmi les principaux sites touchés. L'arboretum de Versailles-Chevreloup situé à 2 pas du château de Versailles. Plus d'informations à suivre. Enfin, dans le reste de l'actualité, l'équipe de France féminine a préparé sa Coupe du Monde dans les Yvelines cette semaine. Les joueuses se sont entraînées entre le centre de Clairefontaine et Croissy-sur-Seine en football masculin. Coup de projecteur sur l'arrivée de Laurent Fournier à l'AS Poissy. L'actualité de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Mais d'abord, la crise qui se confirme au sein du parti Les Républicains après le mauvais score historique aux dernières européennes et la démission de Laurent Wauquiez dimanche dernier. C'est Valérie Pécresse qui claque la porte. L'ancienne députée des Yvelines qui avait annoncé son mouvement libre en 2017 souhaite l'émergence d'une troisième voie. Entre La République En Marche et le Rassemblement National, la présidente de la région Île-de-France estime que la reconstruction de la droite ne peut se faire au sein du parti Les Républicains. On continue à parler politique. Les élections européennes passées, le scrutin des municipales programmé en 2020 est désormais dans toutes les têtes. Attrape déjà 3 candidatures officiellement déclarées. Dernière en date, celle du conseiller municipal d'opposition Othman Nasrou. Il a réuni la presse ce jeudi pour dénoncer son entrée dans la campagne pour la mairie. Patrick Jacques de Dixmuth et Grégory Canelli. À presque 32 ans, il se lance dans sa deuxième campagne des élections municipales à Trappes. En 2014, le conseiller d'opposition Othman Nasrou était arrivé en deuxième position avec 30% des voix, en s'appuyant déjà à l'époque sur son association Trappes Citoyens. C'est à Trappes que j'ai démarré mon engagement politique, que j'ai pris des responsabilités politiques importantes depuis, à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, à la région Île-de-France, mais que c'est ici que ça a commencé, que c'est aux trappistes que je le dois. J'ai le sentiment aujourd'hui, avec cette expérience que j'ai pu acquérir, de pouvoir être utile. Priorité absolue pour lui à Trappes, l'éducation et la réussite scolaire. Pour bâtir son projet, celui qui est vice-président de Saint-Quentin en Yvelines et élu régional dans des majorités de droite entend proposer pour les municipales une liste rassemblant diverses sensibilités politiques. À ses côtés, pour annoncer sa candidature, Samuel Abaud, ancien membre de la majorité du maire d'Hiver Gauche de Trappes, qui vient de rejoindre l'opposition. Le temps des étiquettes et des appareils, il n'est pas devant nous, il est plutôt derrière nous. Par contre, aujourd'hui, c'est le temps du local, des idées, des projets, et c'est ça que j'ai envie de porter aussi, comme je le fais depuis 2014, mais d'une manière maintenant qui soit parfaitement claire et parfaitement audible avec le rassemblement le plus large. D'autres candidats se sont fait connaître à Trappes. Le maire sortant Guy Malandin se rend en lice pour un 4e mandat. Mustapha Larbaoui s'est lui aussi lancé dans la campagne. Reste à déterminer s'il sera tête de liste ou simple colistier. Politique et économique à présent, retour sur le colloque de Génération Entreprises Entrepreneurs Associés, organisé par l'association de parlementaires ce jeudi 6 juin à l'Assemblée nationale. Cet événement a permis d'aborder le sujet de la guerre économique et de la place de la France dans ce conflit. Des échanges sur la cybersécurité et le patriotisme économique. Reportage de Nicolas Dandry. La guerre économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis, les présidents Donald Trump et Xi Jinping s'affrontent à coups de droits de douane et de sanctions. Quid de la France et de l'Union européenne dans ce conflit, c'est le thème du colloque organisé par l'association Génération Entreprises, présidée par Olivier Dassault et Jean-Michel Fourgousse, avec la question du patriotisme économique. On a souvent assimilé le patriotisme économique au protectionnisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Le protectionnisme, c'est le repli complet sur soi. C'est la mythologie de l'autosuffisance. Le patriotisme économique, ce n'est jamais que la défense et la promotion de nos intérêts économiques, en particulier industriels, dans le respect du principe de réciprocité. Et ce qui est fait d'ailleurs par Jean-Michel Fourgousse dans le bassin de Saint-Quentin en Yvelines participe justement de la promotion de ce patriotisme économique auquel je suis si attaché. Airbus, Thales ou encore Safran, plusieurs leaders industriels installés sur Saint-Quentin en Yvelines, des géants français et européens, mais insuffisants selon Bernard Carayon. Je crois qu'il manque encore d'une vraie politique industrielle en Europe. Et cette politique industrielle, aujourd'hui, elle est entravée par la politique de la concurrence, qui empêche nos grands groupes de se constituer en mastodontes pour affronter justement les mastodontes américains, indiens ou chinois. Autre sujet abordé, la cybersécurité, avec un engagement particulier de Saint-Quentin en Yvelines pour soutenir la formation dans ce domaine.
Les formations, en tout cas en cybersécurité, nous on mélange des très belles boîtes, les plus belles boîtes françaises sur la cybersécurité, sur le numérique, avec des jeunes, et des moins jeunes, et des écoles qui veulent réussir. Donc voilà, c'est ce mariage subtil qui fera la pertinence certainement de la réussite de la France, qui se protégera dans cette révolution. La cybersécurité est un enjeu important dans un contexte de guerre économique. D'après les prévisions, le nombre de cyberattaques devrait augmenter de 500% d'ici à 2020. Direction Paris, le monde rural était en question à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement. Le but, changer le regard sur la ruralité et sur ses difficultés. Un reportage de Via Grand Paris. La Bellevilloise, 20e arrondissement. On a beau être en plein Paris, c'est bien le monde rural qui est à l'honneur. Ici, on veut mettre en avant les initiatives et les projets des territoires ruraux. La commune, elle est utile et plus largement, le monde rural est utile au pays, au développement du pays. À partir de là, il faut être exubérant, il faut s'affirmer, et il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas laisser croire que le monde et la France ne fonctionnent que parce qu'il y a des grandes villes. John Billard est maire de Lefavrile en Eure-et-Loire, un village de 360 habitants. Comme beaucoup de territoires ruraux, sa commune fait face à une pénurie de médecins. Pour lutter contre la désertification médicale, il va expérimenter dans sa mairie la télémédecine. Le patient rentre à l'intérieur de la cabine, s'enferme à l'intérieur, comme dans un photomaton, si je puis dire, et est en lien direct avec un médecin en visioconférence, et il va utiliser les instruments de consultation médicale sur conseil du médecin. La ruralité est aussi un laboratoire d'idées. Tous les jours, des innovations émergent dans les territoires. Cet organisme se charge de recenser tous les projets novateurs en Europe. La deuxième étape sera de proposer des solutions clés en main dans les zones isolées. C'est répertorier, repérer les bonnes pratiques, les capitaliser et diffuser le guide de bonnes pratiques, si on veut, qui sera réalisé dans le cadre du projet. Ce sera un guide méthodologique qui présentera une méthodologie de travail pour mettre en place des nouveaux services ou les maintenir sur leur territoire. Aujourd'hui, un Français sur deux rêve de quitter la ville pour la campagne, preuve que les territoires ruraux ont toujours la cote dans le cœur des Français. Un mot des intempéries qui ont touché les Yvelines mardi dernier. En alerte orange, le département a subi de violents orages. Vous voyez ces images tournées mardi soir sur la nationale 186. La chaussée inondée de plusieurs centimètres d'eau à hauteur du Chénet-Rocamcourt. D'autres inondations, mais aussi des dégâts de toiture et des chutes d'arbres ont été recensés, surtout dans le nord-est du territoire. Les pompiers des Yvelines indiquent avoir reçu 175 demandes de secours. Des dégâts également à l'arboretum de Versailles-Chèvreloup. Près du château de Versailles, une cinquantaine d'arbres sont tombés mardi dernier et près de 200 arbres ont été abîmés avec des branches cassées. Les équipes sont au travail depuis les intempéries pour réparer les dégâts, des opérations qui devraient durer au moins 2 semaines, ce qui entraîne la fermeture du site. On écoute son directeur Frédéric Achille au micro de TV78. On n'a pas souvent des arbres comme ça qui tombent. On a eu la grande tempête de 1999 où il y a une grande partie des arbres qui sont tombés, enfin une grande partie, des centaines et des centaines d'arbres. Mais des dégâts comme ça, c'est quand même vraiment exceptionnel. On n'a pas vu arriver le vent, mais visiblement il y a des arbres qui ont été emportés par des vents tourbillonnants qui ont arraché des arbres qui étaient en pleine santé encore. Et donc c'est assez impressionnant parce qu'on voit des arbres pour lesquels on ne s'attendait pas du tout à avoir des dégâts. Des intempéries qui n'ont pas perturbé le programme de l'équipe de France féminine. Les joueuses se sont entraînées tout au long de la semaine dans les Yvelines pour préparer au mieux leur Coupe du Monde organisée du 7 juin au 7 juillet. Lundi dernier, les Bleus étaient à Clairefontaine pour la dernière ligne droite. Des jeunes de Croissy-sur-Seine ont eu la chance de pouvoir assister à la séance depuis les tribunes et encourager leurs protégés pendant plus d'1 heure. Un montage de Jules Grenouville. Ils ont fait beaucoup de bruit. Plus de 400 jeunes venus principalement de Croissy-sur-Seine se sont rendus ce lundi matin à Clairefontaine pour un entraînement de l'équipe de France féminine. Un rendez-vous programmé 4 jours seulement avant leur premier match de Coupe du Monde. J'aime bien, ça me donne envie de crier allez les Bleus. C'est bien parce qu'on les voit pas tous les jours. C'est des professionnels. Allez les Bleus. C'est pas tous les jours qu'on peut les voir. C'est des joueuses professionnelles. C'est magnifique, ça me donne envie de devenir pro, d'y aller. Ville sélectionnée par la FIFA, Croissy-sur-Seine recevra les Bleus pendant la Coupe du Monde pour créer l'effervescence. La commune n'a pas hésité à affréter plusieurs bus pour emmener les jeunes à la session. D'avoir la joie, d'avoir des enfants heureux, c'est pour ça qu'on a accueilli l'équipe de France. C'est pour transmettre ces valeurs de sport et d'amour et de joie qu'on retrouve ici dans un stade.
Après les tribunes, direction les terrains, la matinée s'est terminée par une séance de dédicaces avec les joueuses. Tous ont voulu un souvenir de cette journée. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence, donc c'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants ils sont pleins d'énergie, donc on en prend, c'est bien. Ça fait plaisir, hein. En plus il y a beaucoup d'enfants et c'est vrai qu'à notre âge on rêvait quoi de ça. Ils font beaucoup de bruit aussi. Hein. Ouais, c'était une belle surprise ce matin, c'était agréable. Après avoir rencontré les jeunes de Croissy-sur-Seine, les Bleus fouleront pour la première fois la pelouse du stade Omnisport de la ville ce jeudi 6 juin pour un entraînement à huis clos avant leur premier match contre la Corée du Sud. Après Clairefontaine, les féminines de l'équipe de France se sont entraînées ce jeudi 3 juin à huis clos à Croissy-sur-Seine, comme on peut le voir sur ces images. Objectif, préparer leur premier match de la compétition contre la Corée du Sud. Une rencontre programmée ce vendredi soir au Parc des Princes. Le terrain de Croissy-sur-Seine recevra également pendant la compétition l'Afrique du Sud et l'Écosse. Football toujours, mais cette fois-ci à masculin. Championnat, trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Coupe d'Europe. Avec le PSG, Laurent Fournier a tout gagné ou presque. Autant dire que son arrivée au club de Poissy au poste d'entraîneur permet de nourrir de sérieux espoirs pour la saison prochaine. Un reportage de Wilfried Réchy. Formé à l'Olympique Lyonnais où il disputera 260 matchs dans les années 80, passé par Saint-Étienne, Marseille et Paris, Laurent Fournier, 54 ans, est aujourd'hui le nouvel entraîneur de l'AS Poissy. Conférence de presse ce jeudi matin pour le nouvel homme fort du football pissiaquais. C'est toujours valorisant d'être sur un terrain, de faire partager ce qui nous a permis de gagner pas mal de titres, de faire comprendre aux jeunes que de travailler à l'extérieur c'est toujours mieux que de travailler à l'intérieur et que le sport, c'est le foot, c'est populaire, ça permet de s'extérioriser, d'être bien dans sa peau. Son ambition, la montée d'ici 2 ans. L'AS Poissy actuellement en National 2, la 4e division française et qui vient de terminer cette saison à la 9e place. Je pense qu'on a effectivement d'un côté la difficulté d'être du monde amateur, mais c'est un monde formidable, et d'un autre côté des anciens pros qui sont fédéraux. Donc c'est de retrouver l'alchimie entre ces jeunes, ces jeunes issus de l'AS Poissy, de les faire monter en National 2 et ces anciens de les entourer. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour réussir notre projet. Le PSG, le Red Star, Créteil, Laurent Fournier retrouve donc une place sur le banc d'une équipe francilienne. Plus de 3 ans après avoir quitté son dernier poste d'entraîneur, il reprend du service et ne devrait pas déroger à sa réputation d'homme combatif et possédant un certain franc-parler. J'ai pas trouvé que c'était incohérent cette année, j'ai juste trouvé qu'il y avait les résultats étaient en dents de scie. Donc peut-être problème de mental, mais on l'a vu, le mental, il n'y a pas que l'AS Poissy. Hein. Il y a certaines équipes comme le Paris Saint-Germain qui ont perdu contre Manchester alors qu'ils avaient mené 2-0. Et là aussi, c'est pas un problème de qualité, c'est juste un problème d'exigence. Et quand on est exigeant, je crois qu'on arrive à faire pas mal de choses. On continue à parler de sport, un rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer ce week-end dans les Yvelines, la Coupe du Monde de BMX. Le rendez-vous est programmé ce samedi 8 et dimanche 9 juin. Les meilleurs pilotes de la planète vont s'affronter à côté du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au total, 250 sportifs et 25 pays seront représentés, dont la France qui comptera 9 pilotes. Nous nous sommes rendus sur une journée d'entraînement. Une manche de Coupe du Monde sera organisée ici ce week-end au stadium de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines. À mes côtés, 2 acteurs qui vont participer à cette manche de Coupe du Monde. Julien Sastre, le sélectionneur, et Romain Mailleux, qui sera compétiteur sur l'événement. Julien Sastre, comment se passent ces derniers jours ? Ça se passe bien. Non, plus sérieusement, un peu comme chaque semaine de Coupe du Monde que l'on rencontre, c'est-à-dire on essaye d'être assez relax en début de semaine, puis petit à petit, les pilotes se mettent dans la course, montent en puissance au fur et à mesure de la semaine pour arriver au maximum de concentration sur le week-end, samedi et dimanche. Pas trop de stress, Romain ? Non, ça va. En plus, vu que c'est à la maison, le stress est moindre que quand on va rouler à l'extérieur et tout va bien. Le groupe on vient tous de se regrouper là en début de semaine et l'ambiance est bonne comme d'habitude. Du coup, on est tous excités de rouler ce week-end. Justement, vous êtes le local, vous le disiez à l'instant, de l'étape. Est-ce qu'il n'y a pas plus de pression ? Vous disiez que non, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de pression, plus de monde qui viendra vous voir ? Non, en tout cas pour ma part, non. L'année dernière, je sentais pas plus de pression, même si j'étais à domicile. C'est limite, c'est plus un boost. Ça rend les choses plus faciles d'avoir le public derrière nous, d'être chez nous. Donc non, j'espère encore voir beaucoup de gens cette année, beaucoup de gens du coin venir nous encourager. Alors l'année dernière, vous aviez fait 2e.
Est-ce que cette année, vous allez faire la même chose ? J'espère, et j'espère même pourquoi pas faire mieux. Donc l'année dernière, j'étais passé pas très loin de pouvoir en gagner une des deux. Donc voilà, cette année, les objectifs, ça sera d'aller chercher une victoire. Julien, est-ce qu'il a le potentiel pour remporter une victoire aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il l'a déjà prouvé sur d'autres manches de Coupe du Monde, notamment, comme Romain vient de le dire, sur la manche de l'an dernier. Et puis pour ce qui est de l'ensemble du groupe, ce que vous disiez tout à l'heure avec lui, je pense que l'ensemble du groupe a surtout envie. C'est pas tellement de la pression, ça nous procure de l'envie. L'année dernière, le public était venu nombreux, nous avait supporté, nous avait porté, nous avait donné beaucoup de force. Donc du coup, ouais, c'est surtout de l'envie qu'on ressent, je pense, et que le groupe dans son ensemble ressent. Comment vous avez fait pour sélectionner ce groupe ? Eh bien, c'est des sélections qui ont lieu au fur et à mesure des manches de Coupe du Monde, qui ont lieu sur soit les saisons précédentes, soit la saison en cours. Mais globalement, le groupe qui est là ce week-end, c'est un groupe qui est habitué de l'équipe de France. C'est un peu le groupe cadre, les 9 pilotes là qui vont rouler, donc 3 filles et 6 garçons, avec des pilotes issus, voilà, les fers de lance issus de ce qu'on appelle nous notre programme olympique, et d'autres pilotes issus un peu plus jeunes de la jeune génération qui constituent le programme relève. Vous visez combien de médailles ? C'est toujours dur de compter avant l'heure. L'équipe de France a fait un excellent début de saison cette année, avec notamment un triplé, une première place de Joris Daudet, deuxième de Jérémy Rancurel, troisième de Sylvain André. Sur la première manche, sur l'ouverture de cette saison Coupe du Monde à Manchester, je vous avoue que chez les garçons, on espère faire aussi bien. Et les filles ne sont pas en reste, puisque Manon Valentino a, elle, gagné la deuxième manche de Coupe du Monde à Manchester également. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je pense qu'à la maison, l'équipe de France fait figure de favori. Donc un nombre exact de podiums, je ne pourrais pas trop m'avancer pour vous dire, mais en tout cas le maximum qu'on pourra et des victoires. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu dans une génération dorée ? Je pense, oui, ça fait 2-3 ans qu'on le montre sur chaque gros événement, que ce soit les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc pour l'instant, oui, la dynamique est bonne, sur chaque grosse compétition on est au rendez-vous et on va faire en sorte que ça continue. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de France ? Le fait qu'elle soit sérieuse, mais en même temps décontractée ? C'est un peu la marque de fabrique effectivement de l'équipe, c'est-à-dire que le groupe est capable à la fois d'être très rigoureux, très engagé quand il y a le job à faire, et en même temps très relax dans les moments où on peut être relax. Et je pense qu'une vraie force, mine de rien, même dans une discipline individuelle de cette équipe, c'est vraiment le groupe et l'état d'esprit qui règne dans ce groupe. Et il y a une bonne ambiance, tout le monde se tire vers le haut. Les pilotes ne se jugent pas entre eux, s'entraident, et je crois que c'est vraiment un très gros plus. On va parler de cette piste que vous connaissez par cœur. Romain Mailleux, quelles sont ses difficultés ? C'est qu'elle est très technique par rapport aux pistes qu'on a maintenant sur le circuit. Du coup, faut rester vraiment concentré tout le long de la piste. On n'a pas trop le temps de pouvoir se relâcher, de se détendre et de ne pas faire attention. Donc ça va sûrement, ça va être de rester concentré jusqu'au bout, pas faire d'erreurs techniques pour pas partir à la faute. Il y a aussi un paramètre qu'il faudra prendre en compte forcément, c'est l'aspect climatique. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on ne sait pas s'il y en aura également ce week-end. En quoi ça joue, le vent, sur les performances ? C'est plutôt sur les sauts en fait. Du coup, comme on passe beaucoup de temps en l'air, il y a des moments, s'il y a du vent qui vient de côté, ça peut un peu nous gêner. C'est vraiment le seul problème. Après, quand c'est axé, c'est pas très gênant. Et vu qu'on s'entraîne ici un peu tous les jours, on a l'habitude du vent. Après, il faut voir quelle force de vent aussi, mais ce sera vraiment ça, s'il y a vraiment du vent, le problème. Après, je pense que vu qu'on roule un peu en soirée, ça devrait peut-être se calmer et ça va nous offrir quand même de belles courses et de bonnes conditions, à mon avis. Il y a également un paramètre qu'il faudra prendre en compte, c'est la chance forcément. C'est un sport où il faut quand même un peu de chance. Alors moi je parlerais plutôt de réussite, parce qu'effectivement oui, il peut y avoir en BMX des situations avec des chutes, ça arrive fréquemment, ça fait partie de la discipline. Mais je pense qu'il faut aussi savoir provoquer la chance et se mettre dans les conditions pour pouvoir provoquer la chance. Donc c'est ce qui nous a souri, cet élément-là nous a souri jusqu'ici. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas aussi ce week-end. On attend environ 12 000 personnes sur cet événement. Est-ce que vous comptez sur l'appui du public ? Évidemment. L'année dernière, ils étaient beaucoup, ils étaient présents pour nous supporter. On les a entendus, ils nous ont aidés, ils nous ont poussés. Du coup, on compte bien en voir autant cette année. Un dernier mot pour eux ? Déjà, merci pour ceux qui vont venir, qui ont prévu de venir. Et puis venez nombreux, nous donner de la force, nous encourager. Et eux surtout, les encourager. Parce que l'an dernier, ça a été... on parle de 12e homme dans un sport co comme le foot. Là, nous, ça a été un pilote de plus dans l'équipe. Et quel pilote, parce que ça nous a donné énormément de force. Il va y avoir du spectacle ? Il va y avoir du grand spectacle, du grand spectacle même. Donc j'espère voir nombreux.
Merci beaucoup à tous les deux et bon courage pour cette manche de Coupe du Monde qui, je le rappelle, sera organisée ce week-end sur le stadium de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après le BMX, un mot de baseball. L'équipe des Cougars de Montigny-le-Bretonneux joue cette semaine la Coupe d'Europe à Brno en République tchèque. Les Illymontins ont réussi à battre l'équipe des Astros de Valencia. Le score 6-1 pour les Saint-Quentinois. Une première victoire européenne dans l'histoire du club. La compétition se termine le dimanche 9 juin. On passe maintenant à notre page résumé de la semaine. Les passionnés de cheval ont rendez-vous du 2 au 4 août prochain au Haras des Brévières. L'édition 2019 de l'Équirando a été présentée ce jeudi. C'est la première fois que cette manifestation phare du tourisme équestre français se déroule dans les Yvelines. Reportage d'Aurélie Ronze et d'Océane Bazir. Propriété du département des Yvelines, le Haras des Brévières accueillera dans moins de 2 mois le plus gros rassemblement européen de tourisme équestre. Près de 1000 cavaliers sont attendus sur ce site de 55 hectares pour la 52e édition de l'Équirando. Le maître mot, c'est de partir d'où l'on veut, quand on veut, avec un principe de liberté, à travers l'itinérance à cheval ou en attelage. Donc les équirandins partent des 4 coins de France et des 4 coins d'Europe, voire même de plus loin. On a vu qu'il y aurait des cavaliers japonais, chinois, russes, pour rejoindre un point de ralliement avec 3 jours de fête et de convivialité à partager avec les autres équirandins. Pour participer à l'Équirando, il faut avoir parcouru au moins 100 km. Au fil des ans, cette manifestation annuelle a permis de structurer le tourisme équestre, une activité fortement implantée en Île-de-France. Près de 100 000 cavaliers licenciés en Île-de-France pour pratiquer l'équitation, mais on peut multiplier par le chiffre par 5 si on compte tous les pratiquants, tous ceux qui sont amoureux du cheval et qui à un moment ou à un autre montent à poney ou à cheval. C'est la première fois que l'Équirando fait étape dans les Yvelines, l'occasion pour les participants de découvrir un peu mieux le patrimoine et le terroir yvelinois. La vision internationale que va être l'Équirando va nous permettre effectivement de mettre en avant notre territoire des Yvelines et va mettre en avant la partie ruralité. J'insiste vraiment sur cette identité rurale qui est très forte au niveau du département. Du 2 au 4 août, le public pourra également assister gratuitement au spectacle et aux démonstrations d'équitation qui auront lieu au Haras des Brévières. Des conférences, 100 associations, 80 concerts, 9 scènes. Solidays revient à la fin du mois de juin à Paris-Longchamp. Un festival organisé en partenariat avec la région Île-de-France. Depuis sa création, plus de 3 millions de spectateurs ont foulé les pelouses de l'hippodrome. Un reportage de Mélanie Poquet et Audrey Chailloux. 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, et même si l'accès au traitement évolue et progresse, il y a encore 40% des malades dans le monde qui n'ont pas accès au traitement. Solidays, c'est dans moins de 3 semaines. Le festival en faveur de la lutte contre le sida revient pour une 21e édition. C'est aussi un rendez-vous qu'on attend tous parce que c'est un week-end qui fait du bien, c'est un week-end d'intérêt public, c'est un week-end où on se sent plus proche des autres, où il y a de la bienveillance, de l'empathie. Ça me permet d'assister à des colloques, de rencontrer des gens ou ensuite d'acheter des bouquins intéressants qui me permettent de grandir, de m'éduquer et puis ensuite de repasser à la musique. Il y a tout qui est condensé dans ce festival. Cette année encore, l'Île-de-France est partenaire, un soutien à hauteur de 800 000 €. La région est particulièrement touchée. Chaque jour, ces franciliens découvrent leur séropositivité. Nous avons un grand festival de musique populaire française et indépendant. Et ça, c'est très important. Culturellement, c'est très important. C'est un festival qui a un supplément d'âme. Un supplément d'âme parce que la question de la lutte contre le sida est majeure, tu l'as dit, pour l'Île-de-France. 80 concerts répartis sur 3 jours, le festival attire chaque année des nouveaux artistes mais aussi des fidèles. Hocus Pocus se reforme pour une tournée anniversaire. Solidays, c'est un des plus beaux festivals qu'on ait fait. On a vraiment des souvenirs particuliers où on s'est retrouvés à jouer devant 40-50 000 personnes. On nous a souvent programmé sur des débuts de projet aussi, quand c'était pas lancé, par exemple sur Alta, où c'était incroyable sous le chapiteau. En ce moment, on est à fond sur l'engagement. C'est un truc qu'on a compris. C'est un truc qui est venu avec le succès et qu'on a compris en se disant on a un gros audimat, il y a des grands enjeux en ce moment dans notre époque actuelle, donc il faut qu'on fasse partie de ça pour être heureux. Solidays, c'est du 21 au 23 juin à Paris-Longchamp. L'an dernier, le festival avait battu un record de fréquentation. Plus de 212 000 spectateurs s'étaient déplacés.
Les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, une nouvelle fois réunis ce mardi 4 juin pour la première fête interdépartementale du numérique. Objectif, mettre en avant les dispositifs éducatifs innovants qui existent au sein des collèges. On fait le point avec Aurélie Ronze. Des jeunes mieux formés grâce à la révolution numérique. C'est ce qu'ont souhaité montrer les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine lors de cette première fête du numérique. Il faut qu'à tous les endroits des territoires départementaux, chaque élève ait la même chance de réussir. Et l'espace numérique, c'est un outil formidable pour justement aboutir à cette égalité des chances. Par exemple, à l'égard des décrocheurs, on arrive à repérer leurs carences et de leur construire une orientation qui va leur permettre de combler les trous qu'ils peuvent avoir. Plusieurs projets pédagogiques ont fait l'objet de conférences et de partage d'expériences, concours robotiques ou encore exposition de maquettes sur le collège de demain. L'occasion également de présenter un nouvel établissement qui ouvrira ses portes en 2021 à Mantes-la-Jolie et dans lequel le numérique aura toute sa place. Qu'est-ce qu'un collège de demain ? Qu'est-ce qu'on aurait besoin pour étudier le mieux possible ? Et en fonction de ça, on a adapté tous les locaux aux besoins des usagers. Ce rendez-vous d'aujourd'hui, il illustre finalement l'investissement que chacun y met, celui des collectivités locales, celui de l'État, mais il illustre aussi la réponse qu'on espère vive aux besoins de nos enseignants et de nos élèves. Au cours de cette journée, le département des Yvelines et le rectorat ont également signé 3 conventions en faveur de l'inclusion. Elles prévoient notamment le prêt d'outils numériques pour les collégiens en situation de handicap. C'est la fin de cette émission. Très bon week-end sur TV78.